Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le dimanche 3 juillet. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Dans l'actualité, la visite du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Il est arrivé il y a tout juste 2 heures à l'aéroport Paul Caraïbe. Le successeur de Christiane Taubira vient confirmer des engagements de l'État sur les dossiers de la justice laissés en suspens, comme la reconstruction du tribunal, ou la construction plutôt du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, et surtout ces dossiers épineux de la construction de la maison d'arrêt de Basse-Terre et l'agrandissement du centre pénitentiaire de Bémao. C'est d'ailleurs ce qu'il a précisé à son arrivée à l'aéroport au micro de Muriel Barlagne. Je viens ici d'abord pour m'assurer d'une réalité que je ne connais que sur le papier et qui montre qu'il y a des priorités qu'il faut relever. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité visiter les 2 établissements pénitentiaires qui existent sur l'île et les 2 tribunaux de grande instance, puisque j'ai fait de la justice du quotidien mon unique obsession, à un moment où d'ailleurs en ce moment nous sommes en train d'arrêter le budget pour 2017. Et donc quelle meilleure manière pour moi de convaincre que de me nourrir de ce que je vois. Et je crains de voir beaucoup de choses qui vont me donner des arguments supplémentaires. Le décès maintenant de Michel Rocard hier à l'âge de 85 ans, le Premier ministre de François Mitterrand de 1988 à 1991 s'est éteint à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris des suites d'un cancer. Ce fut une des personnalités politiques marquantes des 40 dernières années en France. Il incarnait la deuxième gauche, la gauche dite morale et réformiste, la gauche social-démocrate opposée à celle incarnée par François Mitterrand. Son court passage aux responsabilités à Matignon fut marqué par des réformes importantes, voire historiques, comme les accords de Matignon pour résoudre la crise en Nouvelle-Calédonie, la création du RMI ou encore la CSG. L'ensemble de la classe politique depuis hier rend hommage à ce grand homme d'État que fut Michel Rocard. Retenons chez nous celles qui nous sont d'abord parvenues du président du conseil régional, Harry Chalus, qui a retenu son sens de l'analyse, son franc-parler et son courage au service de la paix, et puis celle du député maire des Abîmes, Éric Jalton, qui évoque tout d'abord l'amitié qu'il liait Michel Rocard à feu Frédéric Jalton, député maire des Abîmes, et il qualifie l'ancien Premier ministre Michel Rocard de militant infatigable d'un socialisme réformateur. Le courant que représentait Michel Rocard au sein du Parti socialiste français était représenté en Guadeloupe, notamment avec son club Convaincre, animé par Marlène Mélis, actuelle conseillère départementale. Elle est hors de Guadeloupe, mais nous avons réussi à la joindre par téléphone. Sa réaction au micro de Muriel Barlagne. C'est une perte d'abord, une perte pour la politique, naturellement pour ceux aussi qui partageaient ses convictions. Il était là et il avait initié en particulier des clubs Convaincre, donc il m'avait confié l'animation en Guadeloupe et qui effectivement participait à redonner de l'exigence et du sens à la politique. Et donc vraiment c'est une grande tristesse pour l'homme lui-même, pour ce qu'il était, son exigence, sa vision extrêmement exigeante de la politique et en même temps son côté très simple là. Et puis sa volonté de changer les choses. Le RMI, on ne doit pas oublier que c'est Michel Rocard, la politique de la ville c'est encore Michel Rocard, tous nos engagements, la défense de nos intérêts au niveau de Bruxelles c'est aussi Michel Rocard. C'est donc une vraie perte. Une vraie perte pour un homme d'engagement qui n'hésitait pas à être minoritaire s'il le fallait. On n'oublie pas qu'il avait démissionné du Parti socialiste sur la question algérienne, où il considérait que Mitterrand s'était comporté comme un assassin, même si ces mots étaient un peu peut-être exagérés. Mais ça montre bien jusqu'où l'homme pouvait aller pour ses convictions. L'actualité dans notre grande région de la Caraïbe est aussi politique avec l'annonce du président Nicolás Maduro au Venezuela, la fin prochaine du rationnement de l'électricité. Le président Nicolás Maduro vient d'annoncer que le gouvernement vénézuélien mettra fin au rationnement de l'électricité dans les tout prochains jours.
Cette mesure fait suite à la remise en service de la centrale Goury, la plus grande centrale hydroélectrique du pays. Le Venezuela, frappé par une sécheresse sévère et une grave crise économique, a mis en place en février plusieurs mesures pour économiser l'électricité. Baisse drastique du nombre d'heures de travail des fonctionnaires, coupure 4 heures par jour pendant 40 jours dans les 10 États les plus peuplés et changement du fuseau horaire en avançant l'aiguille de 30 minutes. Pour expliquer les rationnements, les experts avaient alerté sur le niveau d'eau anormalement bas du barrage de la centrale hydroélectrique de Goury, qui fournit 70% de l'énergie électrique du pays. Les 18 réservoirs d'eau du Venezuela ont souffert de la sécheresse provoquée par El Niño, phénomène particulièrement virulent en Amérique latine. Mais l'opposition, majoritaire au Parlement, accuse l'effectif de ne pas avoir suffisamment investi dans le réseau électrique pour faire face à la demande. Le sprinter Usain Bolt a déclaré forfait pour la finale du 100 mètres des sélections jamaïcaines pour les Jeux Olympiques de Rio. Double champion olympique en titre et détenteur du record du monde sur la distance, il s'est blessé à la cuisse lors de la demi-finale du championnat de Kingston qu'il a remporté avec un chrono de 10 secondes 05. Il devait participer aux 200 mètres les jours suivants. Ce forfait ne remet toutefois pas complètement en question sa participation aux Jeux de Rio qui se tiendront du 5 au 21 août. Usain Bolt peut bénéficier d'une exemption médicale de la part de sa fédération. À Rio, le jeune homme de 29 ans vise un inédit 3e triplé, 100 mètres, 200 mètres, relais 4 x 100 mètres d'affilée, après ceux réalisés en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres. La doyenne des Français, la Guyanaise Eudoxie Baboul, est décédée à Cayenne à l'âge de 114 ans et 9 mois. Eudoxie Baboul, née le 30 septembre 1901 à la savane Brigandin de Sinnamary, a eu un malaise et a été transportée au centre hospitalier de Cayenne où elle est décédée. Elle était la doyenne des Français depuis le décès le 12 mai 2015 d'Olympe Amaury à un peu moins de 114 ans. Son fils, Joubert Baboul, informe que toute sa vie, sa mère a travaillé. Elle était agricultrice et couturière. Joubert Baboul attribue sa longévité au couac qu'elle mangeait régulièrement avec de la pimentade de poisson. Jusqu'à ses 109 ans, Eudoxie Baboul vivait seule à son domicile, à Sinnamary, avant d'être hébergée chez son petit-fils à Matoury. Elle avait 17 arrière-petits-enfants et même un arrière-arrière-petit-fils âgé de 7 ans. Chez nous, journée à bœuf et cabouette, c'était hier à Saint-François, une manifestation autour de la charrette à bœuf que plusieurs associations veulent désormais faire revivre en Guadeloupe, mais comme activité touristique, de loisirs ou encore comme manifestation à caractère historique ou culturel. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Jadis, la charrette était le moyen privilégié de nos aînés. L'association Kiltila perpétue aujourd'hui encore l'utilisation de la charrette, tout en mettant en valeur son histoire et son économie. Les anciens se déplaçaient en charrette qu'en charrette. Ils faisaient leurs courses, ils allaient vendre leurs produits, ils se mariaient en charrette et les enterrements même se passaient en charrette. Tout se passait en charrette. Les personnes qui habitent les régions lointaines, comme Anse-Bertrand, Saint-François, allaient jusqu'à Pointe-à-Pitre écouler leurs produits. Tout se passait en charrette. Mais dans un premier temps, la charrette a été introduite dans notre économie, dans notre vie sociale, par le fait qu'il fallait transporter la canne. Donc les colons, les petits planteurs, transportaient leur canne à l'usine par le biais de la charrette. Par ce fait, donc s'il y a charrette, il faut bien un animal pour la tracter. Donc évidemment, ce sont les bœufs. Donc de là, on a aujourd'hui, la tradition a évolué. Après, évidemment, l'évolution, la charrette a été remplacée par la voiture. Mais évidemment, s'il fallait laisser la charrette dans un coin à pourrir, c'est vrai que ça aurait été dramatique, grave pour le patrimoine guadeloupéen. Président de l'association Kiltila, Tommy Novar n'hésite pas à prendre les rênes de ses bovins pour mettre en valeur son patrimoine en ouvrant d'autres horizons à cet outil de travail d'antan, en l'associant à des activités festives, attractives et même ludiques. En fait, c'est justement parce qu'on arrive à les mettre à jour. Si on ne les mettait pas à jour, ça fait belle lurette qu'ils ont disparu, comme le latin par exemple. Tu vois? Donc nous, on fait évoluer l'outil de travail qui est la charrette parce que nous, notre activité principale, c'est les excursions en charrette. Donc à partir du moment que tu arrives à faire évoluer ton outil de travail, et bien demain, tu vas avoir les générations suivantes qui vont s'en servir parce qu'ils vont se retrouver dedans. Et donc c'est comme ça que la charrette et le bœuf est toujours à jour. Donc quand tu vois aujourd'hui que tu as des charrettes qui se braquent
bien qu'il n'y ait pas existé, ni même pas 50 ans, tu vois, on arrive à faire évoluer le système. Et donc c'est ça qui fait que les jeunes derrière, ils se disent, bon ben si c'est pas figé, si c'est pas trop bridé, ben, on va essayer de développer des trucs autour de ça, quoi. Transmission. C'est le mot d'ordre de l'association Kiltila qui, à travers sa journée à Bef et à Cabret, souhaite toucher un large public avec un ensemble de nouvelles activités inspirées de nos us et coutumes rurales, mais adaptées au public et au monde d'aujourd'hui. Le Tour cycliste de Marie-Galante avec la 5e et dernière étape aujourd'hui, une étape qui vient tout juste d'arriver. C'est Grégor Kwiatkowski de l'équipe de la Défense qui s'est imposé au sprint, mais c'est le jeune Cédric Locatin de l'Excelsior qui remporte cette 40e édition du Tour cycliste de Marie-Galante. Le Tour cycliste de Marie-Galante, c'est la première grande épreuve d'une période chargée du calendrier cycliste de Guadeloupe qui s'achèvera avec le Tour de Guadeloupe du 29 juillet au 7 août prochain. Une période qui voit aussi gonfler les ventes de vélos chez les spécialistes. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Alors, comment choisir son vélo? Suivez le guide Johan Charpentier-Titi. Les vacances sont là, plus d'excuses maintenant pour reporter la sortie vélo, prévue depuis des mois. Mais attention, le choix de la bicyclette est primordial. Loisirs, sport, performance, le choix est large. Le tout est de bien cibler ses besoins. N'est pas Boris Carène qui veut. Donc c'est le VTT loisir, on va dire qu'on peut l'utiliser pour les petites sorties, se faire plaisir en famille ou entre amis. Donc c'est occasionnel. Donc l'avantage du cadre alu, c'est que c'est plus léger que l'acier et on a du confort grâce à la suspension qui est juste ici. Donc là vous avez 21 vitesses, 3 plateaux et 7 vitesses à l'arrière. Pour les plus sportifs et une utilisation plus intensive, il faudra plutôt se tourner vers un VTT plus haut de gamme. C'est un modèle, on va dire, performance pour les utilisateurs plus avancés qui veulent démarrer en compétition. Donc on a un cadre qui est assez léger avec une fourche hydraulique qui est réglable et bloquable. On a aussi le frein hydraulique. Donc contrairement au frein à patins, l'avantage en compétition, c'est qu'on va avoir un frein qui est très réactif et on n'aura pas de souci par rapport à la boue. Même si la boue a tendance à s'encrasser entre la fourche et la roue, on n'a pas de souci là avec le système hydraulique. Et si l'envie vous prenait de vous lancer sur les routes tortueuses du Tour de Marie-Galante, direction le vélo de route. On a des modèles beaucoup plus légers avec du carbone au niveau de la fourche. Et toujours un cadre alu. Là, on va passer sur des jantes beaucoup plus professionnelles, des jantes Mavic, qui sont plus légères et avec de meilleurs roulements. Et là, c'est un des meilleurs équipements Shimano. On est sur la gamme Shimano 105. Donc c'est très fluide et très précis au niveau des réglages. N'oubliez pas cependant, quelle que soit votre pratique du vélo, la sécurité n'est pas à prendre à la légère. Casque, gants, gilets fluorescents. D'ailleurs, grâce à ce dernier, vous pourrez toujours vous targuer d'être un maillot jaune permanent. Le fameux bal des cuisinières s'est tenu hier soir au WTC, le World Trade Center à Jarry, une nouvelle fois à guichet fermé, au son du groupe Jeunesse, plus ancien groupe musical de Guadeloupe. Quelques 550 invités, vous allez les voir. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre du 100e anniversaire de l'association Les Cuisinières de Guadeloupe. On écoute d'ailleurs sa présidente Marie Lancroix qui nous rappelle sa philosophie. Nous n'avons pas que des cuisinières. Nous recrutons la personne qui veut nous suivre, qui veut être avec nous, qui veut faire partie de l'association des cuisinières, est acceptée. Ayant une tenue correcte et vouloir nous suivre. Parce que chez nous, nous n'acceptons pas n'importe quoi, n'importe qui, et nous voulons que ce soit des gens bien pour perdurer l'association. Avant de nous séparer, le temps qu'il fera sur notre archipel cet après-midi, le soleil est revenu, malgré pourtant quelques nuages élevés. On notera tout de même quelques zones pluvieuses, comme celle des Grands Fonds ou encore la région du Moule. Mais nous sommes cet après-midi surtout concernés par un nouvel épisode de brume de sable. Les températures, quant à elles, seront comprises en moyenne entre 28 et 30 degrés. Voilà qui met donc un terme à cette édition. Prochain rendez-vous, 19h. Excellent après-midi et bon appétit si vous êtes à table.